Bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Miss Me. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, moi, ça me fait plaisir de te recevoir parce que j'ai vu, tu as un parcours quand même assez atypique. Tu es une artiste, tu fais de la musique, tu viens d'origine de Belgique Je suis d'origine et laotienne. du Laos. Et donc, tu as débarqué au Québec, au Canada. et tu as pas mal d'influences musicales. Et donc, justement, pour présenter, je vais mettre une vidéo et on va écouter ta musique. Et puis après, si tu veux, on en discute un petit peu. D'accord. Allez, c'est parti. J'ai vécu plusieurs vies. Je me souviens de mon enfance loin d'ici, nageant dans les rizières de riz, jouant pendant la mousson sous la pluie. Je me souviens de la campagne, vivre avec mes grands-parents habillés en pagne, jouer avec les serpents, manger des larves de miel, proche de la jungle, la nature à l'état naturel. Je me souviens de marcher des kilomètres pieds nus, avec mes cousins sur des paysages à perte de vue. Pendant des heures pour arriver à l'école chaque matin, nous mangions ce que nous trouvions en chemin. Chez ma mère, on allait cueillir des mangues, manger des tamarins, seulement quelques heures de bonheur, et puis plus rien. Je me souviens d'avoir vécu la guerre, le dernier souvenir de ma grand-mère, donnant des liasses d'argent à ma mère en pleurant, pour sauver nos 3 vies et fuir juste à temps. Je me souviens qu'on se cachait des soldats, moi serrant la main de ma mère et ma sœur dans ses bras. Traverser la jungle, survivre au marécage en restant cachés. Ils voulaient nous empêcher d'atteindre la frontière de l'autre côté. À plusieurs reprises, la mort m'a épargné. À ma naissance, fouillant la guerre, traversant des frontières, j'ai de la chance d'être vivante pour que ma famille soit fière, d'être qui je suis dans un pays libre et d'être en liberté.
Voilà, j'adore. Merci beaucoup. Vraiment top. Et justement, la musique, tout, c'est toi qui as, par rapport à cette... Oui, tu as tout fait? j'ai en fait le sample, j'ai samplé la musique laotienne traditionnelle. Après, je l'ai mis sur mes beats un peu hip-hop, house, tu vois. Et j'ai mélangé tout ça en même temps. Et j'ai fait ça en une journée. Donc, musique, enregistrement des voix, le mastering, et puis après, le choix des vidéos et du son, des images mis ensemble. Et donc, inspiration du jour. Donc, c'est ça. Et j'ai vu aussi que tu as quand même, tu as bougé pas mal. Tu as été à Miami, tu as été en France, tu as été un petit peu partout par rapport à ta musique. Oui, j'ai voyagé beaucoup. J'ai commencé très jeune, en fait, et j'étais sous l'influence hip-hop à l'époque. Et j'ai Ouais. acheté mes premières platines à 21 ans. Et j'étais vraiment fan des Qbert, fan de Scratch, des choses comme ça. Et j'ai eu la chance d'aller à Paris et de les rencontrer dans une foire. Et c'est là aussi que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidé ensuite à avancer dans ma carrière de DJ. Et en fait, c'était pour la compagnie Stanton à l'époque. Et comme il savait que j'étais DJ, il me dit ah ben tiens, tu devrais contacter telle personne en Belgique parce qu'ils avaient leur succursale aussi là-bas. Et au fur et à mesure qu'on se croisait à Miami, il m'a dit ben si tu veux, je te sponsorise. Et donc j'ai été sponsorisée par Stanton pendant des années. Et je recevais du matériel, je ne devais pas acheter, tu vois. Donc tout ce que je faisais, c'est tous les week-ends, j'allais dépenser tout mon argent pour acheter des vinyles. Donc voilà, ma passion à l'époque, c'était ça. Et donc j'ai découvert autre chose que la hip-hop, parce que c'était influencé par mon petit copain de l'époque. Et j'avais plein d'amis qui étaient dans l'hip-hop, tu vois, à l'époque, qui ont mon âge aujourd'hui, genre Dédiqué, enfin toute cette clique-là. Et puis par la suite, comme je sortais pas mal en boîte et j'allais dans les concerts, j'ai découvert la house, la deep house. Et donc j'ai dit ah tiens, c'est vraiment sympa ça, tu vois. Donc et là j'ai commencé à acheter d'autres musiques que la hip-hop et donc j'ai lâché un peu le scratch. J'ai commencé à mixer d'autres sons ensemble. Et puis c'est venu comme ça, aussi simple que ça. Et par la suite, j'ai entendu un concours pour le festival de Dour. Et il disait, si vous appelez, les premiers qui appelaient, ben, vous aurez une place pour aller mixer là-bas, tu vois. et mon ex-conjoint me disait, mais vas-y, fais ton concours, vas-y. J'appelle et je gagne. Et donc, Ah, je c'est reçois, bien. c'est ça, c'est la chance, je ne sais pas. Mais à chaque fois, quand c'est la première fois que je participe à un concours, je gagne tout le temps. C'est quand même drôle, hein, tu vois. Je te donnerai des exemples, mais c'est le destin. Et donc, je vais au Festival de Dour. Et je leur ai dit que j'ai gagné, machin, tout ça, au concours. Et donc, ils me mettent sur la plateforme. C'est une des premières plateformes. Et on devait grimper au milieu d'une sorte de ruche, tu vois. Et j'avais jamais joué devant autant de monde. Et donc voilà, c'est une de mes premiers souvenirs avec le grand public. Je crois qu'il y avait au moins 3000 personnes, peut-être plus, j'en sais rien, mais pour moi, c'était immense, quoi, tu vois. Donc ça, c'est Et un de c'était mes... quoi ta première réaction quand tu as vu tout ça et que tu étais là, tu as dit waouh. Ben, je tremblais un peu, tu vois. Je tremblais un peu, j'étais sous tension, hein, mais c'était très positif, tu vois. Après, bon, je devais faire attention à ma main parce que heureusement qu'on ne voyait pas que je tremblais, tu vois. Ça, c'est les débutants, tu vois, là. Et puis après ça a été vraiment. Et puis ça s'est enchaîné. Et puis par rapport à mon travail, parce que je travaillais beaucoup de boulot en même temps, tu vois. Parce que comme je suis indépendante et autonome, j'aime bien me débrouiller tout seul. Et donc, comme il disait, j'étais vraiment quelqu'un de honnête, intègre et professionnel dans ce que je faisais.
eh ben, il m'avait présenté, il connaissait le big boss mon propre boss, hein. Il connaissait le big boss d'un gros club, il s'appelait La Roca à l'époque. Et moi, j'avais dit, moi, ma passion, c'est DJ. Tu vois, je commence à DJ, je mixe et tout ça. Il dit, ah, mais c'est génial et tout. En plus de ton travail, tu fais aussi de la musique. Et donc, il dit, on va organiser ça un petit week-end et je te présenterai le boss parce que je le connais. Donc, on a été vraiment dans le club et il m'a présenté tout ça. Et puis, j'ai mixé tous les dimanches. Et donc, ça m'a propulsé d'un coup. Et puis, tu avais aussi les médias belges, Enquête, je crois, ou un truc comme ça, qui m'ont contacté. Et comme je mixais à La Roca, eh ben, ils m'ont fait un petit reportage documentaire. Donc, ça a encore propulsé ma carrière. Et voilà, j'ai plein de synchronicités comme ça qui arrivent dans ma vie. Et ça a propulsé ma carrière de DJ. Alors que j'étais toute jeune, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de filles à l'époque. Et puis, c'est ça, j'ai tellement de souvenirs. Voilà. J'ai envie de parler de ta chanson, Oui. de celle qu'on a écoutée là tout à l'heure. Parce qu'on sent qu'il y a quelques... moi, ce que j'ai ressenti, il y a quand même un cri d'appel et de larmes et de souffrance, même si on ne l'entend pas. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Ça t'a touché aux tripes, en fin de compte. Oui, ça m'a touchée. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai plein de souvenirs du Laos. J'en ai peu parce que je suis partie très jeune, mais c'est quand même... il y a beaucoup de souffrance quand même, tu vois, parce qu'à cause de la séparation, à cause de la guerre, j'ai vécu la guerre là-bas et la montée des Khmers rouges qui devaient sillonner le village et détruire les gens qui avaient une certaine culture, tu vois, qui étaient des médecins ou leur priorité, c'était ça, c'est des gens comme ma mère qui était institutrice du village. Et donc, on a dû fuir parce qu'elle était enseignante, simplement. Et donc, on a fui ce beau pays qui était le mien. Et puis c'est ça, j'ai plein de nostalgie par rapport à ça. J'ai des souvenirs seulement une journée avec mon père. Et j'ai des souvenirs de ma grand-mère, de mon grand-père, mais vraiment des super souvenirs et qui ont été toujours indépendants, qui avaient tout à leur portée de main. Mon grand-père s'occupait des ruches, il s'occupait de tous les petits matériels, de tout ce qui était menuiserie, etc. Et ma grand-mère, elle s'occupait de la cuisine, des légumes, tu sais, elle vendait aussi au marché. On avait tout à notre disposition. On a la jungle à côté pour avoir les légumes sauvages. Et elle avait son petit potager pour avoir son gingembre, ses aubergines, son galinga, etc. pour faire la cuisine, tu vois. Et c'est ça. Et j'avais que des souvenirs de ça. Et ma mère, je me souviens à l'époque, elle cuisinait pas. Ma grand-mère voulait pas qu'elle cuisine, donc c'est tout le temps ma grand-mère ou ses frères qui faisaient la popote ou les cousins, les cousines, tu vois. Donc, comme elle était enseignante, c'était quelque chose de très, très prestigieux pour eux, tu vois. Donc, et quand ma mère elle m'a expliqué tout ça, j'ai compris un peu, tu vois, un peu mieux. Parce que quand j'étais petite, j'avais pas ces notions-là. Je jouais partout, je jouais dans les rizières et tout ça avec mes cousins et tout ça. Donc j'avais plein de bons souvenirs, pas de mauvais, sauf le départ. Et c'est ça qui me marque encore. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Tout ce qui m'a marqué avant de partir, ma grand-mère qui donnait les liasses d'argent à ma mère, et pour qu'on puisse survivre, tu vois. Parce que il n'y avait que nous qui devions nous enfuir. Mon grand-père est resté, ma grand-mère, mes cousins, mon oncle, mes cousins, mes tantes, tu vois, ses cousines aussi, ses cousins. Et quand je les ai revus plus tard, ils m'ont dit que j'ai eu de la chance de vraiment partir, quoi. Et c'est ça, je montre la chance qu'on a de pouvoir vivre pleinement sa vie en étant libre en permanence pour ne pas être emprisonné. Et parce que je pense que c'est ça qui m'a marqué, le Laos. Ne pas être dépendant, tu vois, du système. Et tu es retournée depuis Oui, je suis retournée 3 fois au total, pas beaucoup, malheureusement. Mais
La dernière fois, on est parti, les 2 dernières années, on est parti pour aider notre famille à construire une maison pour la famille, en fait. Et bon, c'est une histoire assez compliquée avec le territoire, avec les terrains familiales, les ancêtres et tout ça. Mais pour résumer, on a fait des choses pour notre famille, tu vois. On a réglé des choses. La famille s'en est mêlée du côté aussi de mes grands-oncles aux États-Unis, parce que j'en ai 2 là-bas aussi, qui sont partis en premier par rapport à la guerre. Et parce qu'ils étaient des mécaniciens, tu vois, donc ils ont travaillé pour l'armée américaine. Et ils ont pu partir à temps pour éviter les conflits. Et donc c'est ça. Ça m'a bien marqué, le Laos. Et donc, ça me marque encore aujourd'hui parce que je pense toujours à l'autonomie, je pense à ma grand-mère, je pense à toujours à me débrouiller et être indépendante en permanence, tu vois. Donc, Mais je pense que quand tu es reparti là-bas, après tellement d'années que tu y avais pensé tellement fort, peut-être d'y retourner au moins une fois de le revoir, tu n'as reconnu personne là-bas. j'ai reconnu personne, c'est sûr. La première fois, je suis partie avec ma mère et elle a rien reconnu du tout parce que c'est de la campagne, c'est des périphes de la capitale de Vientiane. Et mon oncle, il a vendu tous nos territoires ancestraux, tu vois, les territoires de la famille et tout ça. Et petit à petit, mais ils sont des gens vraiment très, très pauvres. Et en plus, il est aveugle, il a peut-être 13 enfants, je ne sais plus combien il en a. Mais c'est ça, ils n'ont pas la perspective de investir pour le futur, en fait. C'est comme tu vis au jour le jour. Au vieux jour, bah oui. Ouais. Et parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le lendemain, ils ne peuvent pas prévoir à trop long terme. Et donc, ils ont lapidé les terres, en fait, par méconnaissance et par profit aussi, tu vois. Et puis, et peut-être aussi par nécessité aussi, de survie. oui, mais en fait, si on parle de survie, quand tu es au Laos ou que tu es dans des pays où tu n'as pas les 4 saisons ici comme le Canada, des vraies saisons d'hiver où tu peux rien faire, tout est mort, tu vois. Quand tu es dans une saison comme au Laos, par exemple, c'est tropical, tu as de la nourriture toute l'année. Tu peux pas mourir de faim, c'est impossible. C'est impossible, tu vois. Donc c'est toujours ça dans ma tête. Comment tu peux pas, ou comment est-ce possible que les gens ne peuvent pas se nourrir correctement dans un pays comme en Asie, tu vois. C'est impossible. Ou peut-être certaines régions d'Afrique, pas dans le désert forcément, des terres arides, mais même en Mongolie, tu meurs pas de faim, hein. Tu vois. Il faut savoir se débrouiller dans la vie et voir qu'est-ce qui est essentiel et qui est moins, tu vois. Après, ça dépend de tes besoins. Mais comme je te disais avant par rapport à l'électricité, est-ce que tu as besoin de consommer autant si tu peux te chauffer au poêle à bois ou tu vois, ça dépend de ton environnement. Il faut que tu t'adaptes, tu vois. C'est ça. Et le Canada, ça m'a aidé à encore mieux m'adapter parce que la saison froide, c'est 6 mois, hein, tu vois. Ouais. Et bah justement, on va revenir donc en Belgique. Qu'est-ce qui t'a ramené pour venir au Canada? Par quel En fait, j'ai fait, comme j'ai voyagé beaucoup et comme je disais, j'ai été à Miami de 2002, je crois, jusqu'à 2008. C'était chaque année au mois de mars, on avait la Winter Conference. Et comme j'étais sponsorée par Stanton, j'allais aussi là-bas pour faire le show. Ouais, bah oui. Et en même temps, je testais, comment on appelle, mes performances avec un chanteur en live. Ça, j'adore les improvisations, en fait. J'aime bien être toujours sous des situations où je ne maîtrise pas forcément, mais que j'essaye, tu vois, et que je teste. Par exemple, quand... je ne sais plus ta question, tu vois, je t'ai dit, je peux partir dans des choses. Qu'est-ce qui t'a ramené de Belgique venir au Canada? Par oui, quel c'est ça, biais, j'ai rencontré. Bon, d'accord, voilà. Oui, excuse-moi. C'est parce que j'ai rencontré des Canadiennes, deux jeunes femmes qui organisaient des soirées à Ottawa.
Et donc, ils m'ont demandé si tu fais si tu as ta carte visa, etc., pour venir au Canada, on t'invite quand tu veux, sans problème. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais en plus de ça, je me suis renseignée pour être résident permanent. Et comme j'étais acceptée, j'ai continué le processus d'être résidente permanente, donc simplement. Donc voilà. Ouais. Et aussi, si je suis arrivée ici, c'est aussi parce que je me suis séparée avec mon ex-conjoint avant. Et donc, c'était comment on appelle, un mal nécessaire. Et donc, le destin a fait que je suis bien ici maintenant. Et il fallait que je le fasse. Voilà. Yes. Et ton inspiration, tu l'as encore un petit peu ou plus actuellement En fait, ça dépend. En fait, quand je suis partie, l'inspiration musicale, c'est par exemple l'année passée, on a fait tu connais le Truckers de la Liberté, on a entendu parler. C'est des truckers de tout le Canada à bloquer Ottawa pour revendiquer ses droits, tu vois, à la non-vaccination, avec toute la maltraitance qu'ils ont fait aux Canadiens. Et donc, on a participé à ce mouvement des truckers. Et et ça m'a tellement inspirée que j'en ai fait une chanson. Et j'ai aussi fait la musique et j'ai rassemblé toutes les images que j'avais prises lors de ce rassemblement. Et donc, tu peux l'écouter aussi sur ma chaîne. Ouais, de toute façon, j'ai mis tout en lien. S'ils veulent écouter, en dessous de la vidéo, il y a tous les liens. Et bien justement, par rapport à ça, parce que nous, on est en France, donc on ne sait pas trop. Et justement, comment elle est la situation par rapport... qu'est-ce qui a été fait par rapport aux camionneurs et tout? Il y a eu quelque chose de débloqué ou pas du tout? Non, ils ont tout démantelé. C'était vraiment comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Ils ont fait rentrer l'armée à la fin. Ils ont obligé les truckers de partir de la ville, de la capitale. Ils ont même cassé des vitres, des choses comme ça, tu vois. Ils ont vraiment menacé les gens. Ils ont coupé leur compte en banque et tout ça. C'est tous des actes vraiment criminels, quoi, tu vois. Et on a eu la loi de mesure de guerre, ils ont mis. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu faire partir tous les camionneurs. Mais de toute façon, on garde une très belle expérience parce qu'on a vu que ils ont montré le vrai visage de Justin Trudeau. Ils ont montré le vrai visage que c'était pas des gens bienveillants par rapport au Canada. Et ce qu'il y a aussi, c'est que grâce à ça, on s'est rassemblés encore beaucoup plus, ceux qui étaient résistants. Il y a eu des relais qui sont faits, il y a eu d'autres rassemblements, tu vois. Mais il y en a toujours qui gardent l'espoir de pouvoir changer le Canada. Mais moi, j'ai passé à une autre étape. Aujourd'hui, si mon destin a fait que je dois rester discrète et faire ce que j'ai à faire, je le fais. Je défonce pas les portes, en fait. J'ai pas besoin de m'afficher ou de montrer ou quoi que ce soit. J'ai jamais voulu cette direction-là, d'être sur un podium où, tu sais, je cherche pas la gloire, tu vois. J'ai jamais cherché la gloire ou le succès. J'ai juste été par instinct, tu vois. Par exemple, mes inspirations musicales, c'est par instinct que je les fais. Et si elles arrivent au bon moment, c'est parce qu'il fallait que je le fasse, tu vois. Et même ce que j'ai posté et écrit, il y a, avant que le Covid arrive, tu vois, avant que la pandémie se met en marche, j'avais déjà prévenu avant, tu vois, mon entourage de ce qui s'en venait avec la pandémie, enfin les fausses pandémies. Enfin, on sait aujourd'hui que c'est une mascarade, tout ça, tu vois. De plus en plus, on le sait. Mais je l'avais écrit en 2018, tu vois, sans savoir exactement les dates qu'ils allaient mettre en place, tu vois. Et on m'a pris pour une folle, forcément. Ouais, bah oui. Et puis après, je le garde toujours. Hein, j'ai toujours mon petit livre où c'est là que je garde tous mes poèmes, tu vois. J'en ai plus de presque 80, je les ai comptés. Et en fait,
encore aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu savoir toutes ces choses-là, tu vois? Et j'ai pourtant essayé de prévenir le mieux que je pouvais. J'en ai même fait de la musique et tout ça. Et aux gens les plus proches, ils m'ont dit, vas-y, il faut que tu fasses la musique, fais quelque chose avec, écris ton histoire, parce que j'écris même mon histoire en musique, tu vois. Et donc, c'est comme ça. Et puis un jour, je me suis réveillée. Je me dis, OK, je suis inspirée. Tiens, je vais poser ma voix. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, 10 jours d'affilée, j'ai fait de la musique. Et j'ai une musique par jour, tu vois, avec le mastering, comme je te disais, l'enregistrement des voix, et puis la mise en place des images et tout ça. Si je devais refaire la même chose, je ne sais pas où est-ce que j'ai puisé tout ça, tu vois. Même les images, c'est des choses que je ne peux pas expliquer, tu vois. Et c'est ça, je fonctionne que par instinct et inspiration. Je le fais gratuitement, tu vois. Tout ça, c'est parce que je veux que les gens se réveillent et fassent quelque chose de bien dans leur vie et contribuer à des choses positives, tu vois. Et je pense que si je peux le faire de cette manière, je le fais, tu vois. Je réfléchis pas forcément mettre un plan sur place, non. Je suis pas très disciplinée là-dedans, pas du tout. Et voilà. Et peut-être c'est ça mon âme de résistante, je sais pas. Mais c'est ça, je suis pas disciplinée. Par exemple, quand je fais quelque chose, je dois me sentir libre par la suite. Sinon, je me sens oppressée et ça marchera pas. Ouais, je me sens libre en permanence pour être inspirée, pour puiser ma créativité quelque part. Il faut que je sois libre en permanence. Donc, c'est ça. Oui. Et sinon, c'est ce que j'ai remarqué, parce que tu sais, j'ai reçu, je crois que c'est la semaine dernière, ouais, j'ai reçu la semaine dernière Guis. Et au Canada, c'est deux mondes différents. Tu as le côté Québec et tu as le côté anglophone. Oui. Elle m'a dit c'est complètement, les gens, la mentalité, c'est complètement à l'opposé, hein, ça n'a rien à voir. Oui, bah pour faire une comparaison, c'est comme en Belgique, tu as les Flamands et les Wallons. C'est pareil. À part que ici, les francophones, c'est une minorité. C'est vraiment juste la partie du Québec qui est francophone et le reste, c'est vraiment anglophone. Donc, c'est juste ça. Moi, comme je parle français, c'était plus favorable pour moi d'être au Québec. Et puis, j'aime Montréal aussi, tu vois. Je suis arrivée à Montréal en 2014 et j'ai fait des rencontres extraordinaires, formidables. Et j'ai ouvert plein de portes. Ils m'ont ouvert plein de portes que je ne savais même pas que ça pouvait exister, tu vois. Parce que, ah oui, j'ai oublié de dire que quand je suis venue au Canada, comme je me suis séparée de mon ex-conjoint, j'ai tout laissé, tu vois. Je suis partie à zéro quasiment. J'ai laissé mon matériel, mon studio, enfin tous mes investissements que j'avais faits dans la musique. Et je suis partie avec juste une valise, mon ordinateur, mon contrôleur Stanton et voilà, c'est tout. Et $500 en poche. Donc, c'était pas beaucoup. Et j'aimais tellement ça, tu vois. C'était pas ça qui faisait que je pouvais pas y arriver, tu vois. J'étais tellement contente de recommencer à zéro que qu'importe les aventures que je vais mener, je serai quand même très heureuse, tu vois. Donc, c'est ça. Et le fait que j'ai atterri, je savais même pas vraiment où habiter. Juste une semaine avant, on m'a dit, ah tiens, je te présente mes parents, ils habitent à Montréal et tout, et tu pourrais peut-être loger chez eux en attendant, tu vois que tu trouves quelque chose et tout ça. Et le hasard encore, tu vois, une synchronicité qui arrive au bon moment. Et une semaine après, je suis partie au Canada, je suis allée chez eux. J'ai habité pendant une semaine seulement chez eux, tu vois, parce que entre-temps, j'ai été visiter Montréal et j'ai rencontré plein de gens et de bouche à oreille, tu sais, par mes amis. Ils m'ont dit, ah, tu devrais rencontrer telle personne. Et au bout d'une semaine, j'ai rencontré cette personne-là. Et il m'a dit, tiens, ça tombe bien que tu viens. Je te laisse mon appartement en plein centre-ville et tu pourras inviter qui tu veux, tu vois. C'était un super loft. J'ai logé pendant un mois
tout ce que je devais faire, c'était ramener le plus de gens possible, faire la fête et des choses comme ça. Il m'a laissé son appartement, un loft au cœur de Montréal, dans le Vieux-Port, tu vois, imagine. Et j'avais la terrasse sur le toit avec piscine et tout ça, super moderne. Et c'est un truc de fou, hein, vraiment de fou. Et donc, puis après, ils m'ont ouvert d'autres portes. Et comme ils savent que je suis chef de cuisine, ben, j'ai dit, moi, je peux faire chef de cuisine à domicile ou des choses comme ça, tu vois. Et enfin, voilà. Et donc, d'autres personnes, ils connaissaient d'autres personnes. Et c'est dans les milieux aisés, des personnes qui ne savaient pas cuisiner, tu vois, qui avaient plein d'argent, mais tu vois. Et donc, j'allais cuisiner chez eux, tu vois. Des choses comme ça. En plus, ils me payaient super bien, tu vois. C'est bien ça. Donc, en un été, en 2 mois, je suis partie dans des bars. Parce qu'on m'a dit, oui, il faut que tu ailles là-bas. C'est des trucs à DJ. J'ai rencontré ma première sortie dans un bar, pour te raconter cette anecdote, c'est que j'ai toujours la photo. C'était les gens, l'organisateur de soirée, ils étaient juste là à cette terrasse, tu vois. Et ce jour-là, ils avaient invité 2 gars de New York, 2 gros balèzes new-yorkais qui jouaient de la soulful house. Et nous, on était là, j'étais avec une copine. Ça faisait 1 heure qu'on écoutait de la musique et tout ça. Et puis je dis, j'aime bien la musique, ça fait partie de ma palette musicale, tu vois. J'ai commencé avec la soulful house à l'époque, j'étais très fan de ça. Et je vais aller demander s'ils ne veulent pas que je joue avec eux. Donc finalement, ils ont accepté, ils ont dit, tu vas jouer quoi? Tu as quelque chose, des disques, un CD ou quoi? Je dis non, mais je peux jouer avec votre musique, avec votre clé USB. Et donc, c'est ça, ils m'ont laissé. Et puis, on s'est super bien amusé. Ils ont vu que j'avais de l'expérience, tu vois. Et ce jour-là, il y avait des organisateurs de soirée qui étaient là. Ils m'ont demandé mes contacts. Et puis, voilà. Et puis, après, j'ai mis C'est partout à Montréal. Et puis, c'est ça s'est enchaîné. J'ai joué au festival Pique-Nique électronique aussi. Enfin, on m'a ouvert plein de portes alors que j'avais rien, tu vois. Donc, c'est ça. Je crois qu'il faut être content du peu qu'on a. Et puis, et après, quand il y a des choses qui arrivent, ben, tu peux être que plus heureuse, quoi, tu vois. C'est ça. Puis quand les choses arrivent, c'est parce que ça vient tout naturellement. Tu n'as pas à forcer les choses. Ouais, c'est ça. Des fois, ça se fait ou ça se fait pas, quoi. C'est ça. Ouais, et franchement, c'est bien. Mais sinon, après, par contre, au niveau, on va parler d'autonomie maintenant. Comment tu vois comment les choses se passent par rapport en Europe, au Canada, au niveau autonomie? Mais en fait, ça dépend de toi, en fait. C'est quoi tes besoins? Moi, j'ai fait qu'on appelle un examen sur mes besoins, en fait. Pourquoi je veux être autonome? Comment je consomme? Qu'est-ce que j'aime manger? Tu vois, je me suis posé vraiment beaucoup de questions j'ai fait une très grosse remise en question sur ma situation. Et en fait, c'est ça, il faut l'adapter à chacun. Parce que mes besoins ne peuvent pas être les besoins d'autres personnes. Je peux parler que pour moi-même, en fait. Ouais. Et en fait, quand je pense à moi, pourquoi je veux être autonome et qu'est-ce que je veux, pourquoi je fais ça, ce que je fais en ce moment, pour être de plus en plus autonome par rapport à ma nourriture, autonome par rapport à ce qui m'entoure, mes consommations. Et en fait, je me dis que si demain tout s'arrête, j'aurais besoin de quoi? Tu vois, j'aurais besoin si j'ai pas d'électricité, je fais comment pour m'éclairer? Donc j'ai fait des stocks par rapport à ça. On a acheté des bougies, tu vois. Comment réduire notre consommation d'électricité? Eh ben, on brûle au bois, tu vois. Et en fait, j'avais acheté une maison il y a longtemps, il y a 5 ans. Et en fait, quand je regarde la consommation d'électricité que j'avais avant et aujourd'hui, je me dis, waouh, le poêle à bois, c'est la solution idéale. Tout le monde devrait en avoir une, tu vois. Même les Chinois, même
comme on appelle les Laotiens, les Asiatiques, ils brûlent tout, ils chauffent tout leur nourriture avec une petite, comment on appelle, un petit poêle au charbon, tu vois. Il n'y a pas besoin de plus. Et puis, j'ai regardé la facture. Avant, je payais au moins $600, $650 tous les 2 mois d'électricité. Là, 150 max, tu vois. Donc, c'est un grand économie. Hein, Bah oui. Et puis, je pourrais le réduire encore, tu vois, mais j'ai pas non plus besoin de vivre à l'état de, à l'état de pierre, ou je sais pas comment on dit, vivre comment on appelle, à l'époque du 19e, tu vois. On peut vivre en temps moderne. Mais c'est ça, tu remets en question par rapport à tes consommations. Par exemple, moi, je fais beaucoup d'efforts pour manger sainement, pour avoir des bons légumes, parce que j'adore cuisiner et je suis aussi chef de cuisine. J'ai fait mes études en Belgique pour être chef de cuisine, pour pouvoir ouvrir un restaurant, tu vois, parce que ma mère était chef de cuisine aussi. Et Là, on a un petit peu là un petit exemple. oui. Et donc, c'est ça. Donc, c'est des questions que je me pose. C'est j'ai envie de manger quoi et pourquoi je mange certains aliments plus que d'autres. Et c'est ça qui a mis en question toute ma façon de faire. J'ai mon potager parce que j'aime certains légumes que je peux pas avoir dans les plantes comestibles. Il y a des plantes comestibles, tu peux pas l'avoir en hiver non plus. Et Ouais. puis, il y a plein de sortes de questions comme ça que je me suis mis dans ma vie, en fait. Et puis, il y a aussi des plantes que j'adore, ou des fruits que j'adore, comme le citron vert, les mangues. Eh ben, j'ai fait pousser moi-même mes graines. Elles poussent bien aujourd'hui. Des mangues Donc, au Canada? oui, mais en fait, à l'intérieur. J'ai Oui, commencé une serre. à planter. J'ai pas forcément une serre, parce qu'en fait, moi, comme on chauffe au poêle à bois, la température, elle est souvent sec, tu vois, et les plantes n'aiment pas ça. Donc, il faut vraiment que je les place dans un endroit spécialisé, pas trop froid, pas trop chaud, puisque quand il fait froid, quand je ne le chauffe pas, il peut faire au moins 15 degrés, tu vois. Mais à 15 degrés, 16 degrés, moi, je mets un pull et puis j'ai pas de problème là-dessus, tu vois. Et mon corps, il s'adapte. Il s'adapte vraiment à la température. Par exemple, quand je sors dehors, en ce moment, il fait 10 degrés. Eh ben, comparé à ce qu'on a vécu à moins 20, moins 30 en hiver, 10 degrés, il fait chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ton corps, il s'est adapté et c'est tout à fait normal. Alors, donc, sur le plat qu'on voit en photo, tout est comestible. Oui, j'ai fait des sushis, en fait. Ouais. Et j'ai mis des capucines. J'ai mis aussi des fleurs de moutarde, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ouais, de la roquette de mon jardin. Enfin, tous les légumes de mon jardin, en fait, et des fleurs de saison. Avec du riz japonais, des nori et une sauce soja, toute simple. J'aime bien la cuisiner très simplement, avec peu d'ingrédients, le minimum de choses possibles pour faire ressortir. Ça, c'est dans ton jardin aussi, ou cueillette en sauvage? Ici, c'est mon potager, avec mon potager. J'ai des plantes sauvages aussi, mais là, il n'y en a pas. C'est parce que ce sont des bourgeons de moutarde, de roquette. Alors là, ça, c'est aussi mon potager. J'ai hâte qu'il fasse plus chaud pour que je puisse commencer à faire mes semis. Oui. Des concombres, mes courges, des courgettes mes et les courges. Ouais. Melons. Haricots. Ouais, haricots. C'est ça. Et en fait, t'as eu des melons cette année? J'en ai eu 4. Moi, j'ai acheté cette année, j'ai acheté un pied cette année, et j'en ai eu 5. Que sur un seul pied, j'en ai eu 5. Ah ben moi, sur un seul pied, j'ai eu 4. C'est pas beaucoup, hein, mais en fait, la saison a été bizarre et la chaleur n'a pas pris pour les melons. Mais par contre,
au niveau gustatif, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vraiment rien à voir. Tout ce que je mange du jardin, là, c'est les goûts. Tu peux les croquer, manger cru, quasiment toutes. C'est Et en plus, naturel. oui, c'est vraiment naturel. Et quand tu fais pousser toi-même, ça te donne plus de plaisir aussi. Les Ça, c'est champignons, des chanterelles. spécialiste des champignons, c'est bon ça. Ça, c'est, ouais. En fait, moi, j'ai appris tout seul, hein. Je suis autonome, donc je suis autodidacte. Et en fait, j'ai appris avec des livres, avec des encyclopédies. On marche beaucoup. Il faut beaucoup marcher. Il faut expérimenter. Il faut aller dans des zones que tu vas pas forcément. Et après, quand tu apprends que certains champignons poussent par rapport à certaines essences d'arbres, eh ben, tu te dis, OK, donc, je sais que si je reconnais certains arbres, par exemple le peuplier, etc., pour les morilles en ce moment, ils adorent ça. Donc, c'est là que je dois aller me concentrer. Pour l'instant, les morilles, il fait un peu froid, donc on n'en a pas encore. Mais les chanterelles, c'est... ouais. Pour l'instant, ce qui arrive, c'est les têtes de violon. C'est les plantes comestibles à manger au printemps. Elles sont délicieuses, elles sont très grosses, elles poussent vraiment près des plans d'eau. Et on ne peut pas les rater, ce n'est pas les fougères normaux. Elles ne sont pas petites, c'est vraiment des grosses, elles sont très, très visibles. Et ça, je le fais simplement poêler avec un peu de beurre et du sel. Et c'est tout. Et là, c'est encore une autre assiette, c'est avec des omelettes. Et là, j'ai trouvé un des premiers champignons juste ici, à côté de chez moi, près de mon potager. Donc, j'étais super contente. C'est un petit bolet, un bolet glabrescent. Donc, c'est ça, avec les fleurs blanches, ce sont des daikon, ce sont les radis blancs. Et en fait, dans le daikon, j'ai remarqué que tout se mange. Les cocottes, les fleurs, les tiges, les feuilles. En plus, elles sont des vivaces. Et si tu veux avoir que des radis blancs, tu dois couper tout le temps les têtes et les fleurs pour que l'énergie se rassemble dans la racine, en fait, dans le radis. Mais si tu veux manger toute la partie de la plante, eh ben, tu laisses fleurir. Et chaque année, elle revient. Ça fait 2 ans, 3 ans de suite qu'elle revient tout le temps. C'est bien ça. Tu en auras tout le temps? Tout le temps, oui. Avec mes petites fraises sauvages, mes fraises que j'ai fait planter. Alors là, c'est encore des capucines, des pois mange-tout. J'ai aussi un bac où je mets que mes aromates. C'est-à-dire, je mets mes basiliques, mes romarins, j'ai basilic thaï. J'ai un autre bac plus envahissant qui me donne que de la menthe sauvage. Elle, c'est chaque année, elle tue tous les autres plantes. Elle n'a pas de concurrent, elle n'aime pas ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'aromates. J'adore ça. Parce que je les mange crus, je les mets toujours en plein. Voilà, ça, c'est mon petit bac comment on appelle, mes aromates. C'est important d'avoir des aromates à la portée de main. Parce que c'est médicinal en plus. Et ouais, ça, c'est mon petit jardin. Mon petit jardin potager que j'ai agrandi. Là, j'ai 2 pommiers qui sont devant. J'ai des pivoines. Je mange les feuilles de pivoine. Elles sont délicieuses. Tu peux le manger avec des rouleaux de printemps, avec une sauce aigre douce. Et j'ai des plants de tomates. En fait, je change tout le temps. Ça fait 4 ans que je fais mon potager et c'est jamais pareil chaque année. Donc, je l'améliore en permanence. Ça, j'ai mes poules qui se baladent aussi dans le jardin. C'est pour ça qu'on fait en sorte de... Et justement, celle à côté de la poule à droite, c'est ton bac aussi d'aromates? C'est mon bac d'aromates, oui. J'ai mon bac d'aromates. L'autre, je mets... ça dépend des années. Je varie, je rajoute... j'ai de l'ail sauvage, l'ail chinoise. J'aime beaucoup. C'est comme de l'ail que tu manges. Et ça, tu utilises les tiges et les fleurs. Pas les fleurs, mais les boutons de fleurs. Tu devrais faire des recettes en direct, des recettes de cuisine. Ah, j'en ai fait.
j'ai Miss Me Cuisine. J'ai fait une page, mais en fait, je l'ai faite quand je donnais des cours de cuisine à Montréal, parce qu'on m'a demandé aussi de faire ça. Donc, je l'ai faite. J'ai fait juste 2-3 vidéos, mais tu sais, moi, j'étais très, très active quand j'étais à Montréal. Je faisais plusieurs boulots en même temps. J'étais DJ, je faisais de la musique. Je donnais des cours de cuisine, tu vois. Donc, j'avais un temps vraiment... je vivais à 100 à l'heure, 100, 200 à l'heure. Et j'aimais ça, tu vois. Mais donc, je ne pouvais pas faire tout à la fois. Et puis j'ai mis un peu de côté parce que j'ai dû travailler pour d'autres choses, en fait. Mais on me demande souvent. Je pense que je vais m'y remettre, surtout avec l'été qui arrive. Et puis, il y a beaucoup de demandes par rapport, oui, qu'est-ce que je devrais faire avec tel légume, etc. Comment je peux cuisiner telle plante. Et j'ai beaucoup de mes voisines qui me demandent aussi si je pars pour aller chercher des champignons, qu'elles m'emmènent avec, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. C'est vraiment Tu sais, bizarre. je vais te dire quelque chose. Toi, l'avantage que tu as, c'est que tu es au Québec, je vais encore le dire, au Québec, dans une région où vraiment boisée, et tu as l'avantage de partager aux gens des recettes de cuisine avec des plantes sauvages, tu vois. Et Ouais. ça, c'est un grand avantage. Tu devrais Oh oui, essayer de l'exploiter. ben, j'y pense aussi. J'ai commencé à faire mes fiches techniques, tu vois. Par exemple, je fais tout moi-même. J'essaie de faire un maximum, tu sais, mes conserves de fruits. Non, je fais moins de conserves de fruits parce que j'aime pas trop sucrer mes fruits. Donc, je fais beaucoup de conserves de légumes. Je fais mes petites choucroutes, mais beaucoup de pâquerettes, tu vois, les petits boutons de pâquerettes. Je les mange comme des capres, des choses comme ça, des petits cornichons, de courges, enfin, et des champignons aussi. Je fais des sauces tomates maison. Je fais aussi mon propre sirop d'érable. Donc, enfin, toutes ces choses-là. Je sais que je le fais en images parce que c'est plus facile pour moi, parce qu'il faut quand même mettre un petit studio, tu vois, avec une caméra, puis préparer les ingrédients à l'avance et tout ça. C'est beaucoup de préparatifs, mais tout seul, c'est pas évident. Mais faire des photos quand mes plats sont finis, c'est facile, tu vois. Donc, après, je cherche pas non plus à faire en sorte de toucher beaucoup de monde. Je me dis que si les gens ils sont intéressés, ils viennent et ils viennent sur ma page. Il faut que ce soit synchronisé avec leur temps et avec leurs besoins aussi, tu vois. Parce que je veux pas non plus mettre en péril ou en danger ou quoi que ce soit mon environnement. Parce que avec les temps qui courent, j'ai rencontré quand même des gens malsains, tu vois. Donc je dois vraiment me méfier aussi. Et Ouais. j'ai deux juments, tu vois, que je m'en occupe avec mon conjoint. Enfin, j'ai plein de choses à faire, en fait. J'ai aussi mes animaux sauvages, mes chats sauvages qui s'occupent de mon petit jardin et qui fait en sorte de faire partir les souris et les nuisibles, tu vois. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Je sais que ce sera intéressant de pouvoir faire des vidéos de cuisine pour montrer comment cuisiner les plantes sauvages, surtout les champignons, comment les cueillir, etc. C'est ça, ouais. Et, Ah, euh, il y a une petite et coupure. c'est une option. J'ai un... Ah, Une petite coupure. Tu es là, toujours tu me là? diras si tu m'entends. Ouais. Oui, je Il suis y a là. une petite coupure. Ben, en fait, pour te dire, ben, je vais te dire mes ambitions pour le futur. Avec tout ce que j'ai ici autour de nous, comme je te disais, je veux préparer le futur pour la nouvelle génération avec mon conjoint. On a une terre où on peut accueillir beaucoup de gens, on peut aider beaucoup de gens aussi parce que nous, à chaque fois qu'on plante des légumes en trop ou qu'il y en a beaucoup, on le donne à des gens, à nos entourages, à nos amis et aussi à des personnes qui en ont vraiment besoin. On a vu des familles qui arrivent pas à s'en sortir, tu vois. On aide comme on peut, on donne sans compter aussi.
Et donc, c'est ça il faut faire attention aussi à nous protéger, tu vois, parce qu'on est hypersensible. Et donc, le malheur des gens, eh ben, ça nous touche, tu vois. J'ai vécu ça au Laos, j'ai vécu ça en Belgique. Il n'y a pas de vie parfaite, donc on a toujours des choses négatives qui nous arrivent, et puis arrondir les fins de mois, c'est pas facile. Donc, moi, quand je suis arrivée au Canada, je vivais avec pas grand-chose. Hein. Je pouvais vivre avec $20 par semaine, ça me suffisait, tu vois. Pourquoi? Parce que faire du bon propre pain, c'était facile. $5 la farine, tu fais beaucoup de pain avec, tu vois. Oui. Tu fais des pizzas. Donc, c'est ça, c'est en fonction de quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu aimes manger, et manger sainement. Moi, je mange pas de boîtes de conserve, je mange pas des produits transformés, tu vois. Moi non plus. J'aime les produits frais. Et les produits frais, c'est pas forcément cher, tu vois. Mais il faut un investissement de base. C'est pour ça qu'il faut adapter à chaque personne et chaque situation. Mais la base, c'est il faut avoir des aromates. Parce que les aromates chez vous, dans un appartement, même dans un appartement, dans un tout petit, les aromates, c'est super important. Ce sont des plantes médicinaux. Les romarins, le romarin, c'est une obligation d'avoir chez soi. Le thym frais, la coriandre, la menthe, tout ça, ça va donner, un équilibre, un boost pour votre corps, un équilibre pour votre santé, tu vois. Donc, c'est des choses de base. Même quand je te disais qu'avec 20 € par semaine, j'achetais quoi? Des pâtes, j'achetais des tomates fraîches, des petits légumes que je mettais pour changer un peu, pour varier. Et en fait, ce sont mes aromates qui rehaussaient les goûts, tu vois. Et j'avais pas besoin de grand-chose. Et pour varier aussi, je faisais mes propres pizzas crudité. C'est facile, c'est nourrissant, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça pour pas grand-chose, en fait. T'as pas besoin d'acheter un bon steak. Tu peux te faire plaisir de temps en temps, c'est normal, ou acheter du poisson, etc. C'est un peu plus onéreux, mais en fait, quand tu regardes tes besoins et par rapport à tes dépenses, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes manger, et avec l'argent que tu as, qu'est-ce que tu peux acheter pour pas cher et qui va te nourrir bien, tu vois. Moi, j'achète pas des choses. Je veux pas m'abîmer la santé non plus, tu vois. Bah Parce oui. que si je fais autant d'efforts, c'est que il y a une remise en question que tu dois faire aussi. Il faut rester et maintenir en santé pour être en équilibre avec ton corps. Tu dois être en équilibre avec ta tête et pas être en démence ou être en carence dans quoi que ce soit. Et donc, c'est ça. Donc, ma remise en question, c'est ça. Donc, ça dépend des Est-ce besoins. que dans ton environnement proche, ils ont est-ce que vos voisins, ils ont à peu près la même mentalité que vous en termes justement d'autonomie au niveau alimentaire, ou de faire leur potager? Est-ce qu'ils ont des animaux et autres, ou pas du tout? Ah ben, en fait, nos voisins, non. Dans notre entourage ici, dans les voisins d'à côté, on n'a pas beaucoup, on a quasiment personne qu'on a vu qui faisait leur propre potager. Très rare, tu vois. C'est choquant quand même. C'est très choquant, mais ils sont, ouais, c'est ça, ils sont pas prêts. Ils sont peut-être pas prêts à faire autre chose. Ils ont aussi leur propre confort, tu vois. Ceux qui habitent ici à la campagne, ils ont une habitude. C'est des gens plus âgés. Ils ont des besoins différents, tu vois, pour l'instant. Ils n'ont pas forcément besoin de cultiver, tu vois. Mais j'en connais pas beaucoup de voisins qui peuvent se permettre ça. Et nos alliés les plus proches, eux, ils veulent vraiment aller vers l'autonomie, l'autosuffisance. On les aide aussi beaucoup pour la plantation, pour les champignons, pour un peu de tout, quoi. Il faut s'entraider entre amis, c'est super important. Il faut garder les bons voisins. Il faut garder de bons voisinages. Il y a des gens qui sont pas prêts. On n'est pas là pour leur dire quoi faire non plus. Hein. Tu sais, on se balade un peu partout. On est près des fermes ici. On a des fermes agricoles. On a qu'on appelle
On a aussi des gens qui vendent des poules et on va acheter chez eux, tu vois, c'est des copains, tu vois. Et c'est ça, on voit pas beaucoup de gens qui ont des potagers dans mon coin à moi, mais quand tu sors un peu, eh ben, ça dépend du quartier en fait. On ne connaît pas tous les quartiers qu'il y a. Hein. Notre entourage, je pense pas que c'est une majorité qui aime faire ce qu'on fait en fait. Parce que nous, c'est quand même, on a la forêt qui appartient à notre territoire en fait. On le protège, comme je te disais. Et en fait, on laisse passer les gens faire des promenades dans les bois. Ça ne pose aucun problème. Il faut partager, comme je te disais. Et les gens ne partagent pas forcément ici au Canada. Donc, c'est ça, il y a... Les gens, ils ont ce qu'ils ont à vivre, tu vois. On force personne. Mais c'est pour ça que je ne force pas les gens à venir dans ma page ou sur VK ou sur autre. J'essaie déjà de restreindre mes réseaux sociaux parce que Facebook, je n'y vais plus, tu vois. Il y a des choses que je sais et puis ça me convient. On en a parlé. Voilà, ça me convient plus à moi. C'est bien pour d'autres personnes parce qu'ils en ont besoin, tu vois. Mais pour moi, pour ma part, j'aime bien être discrète, plus ou moins. Je peux pas être discrète à 100% parce qu'il faut aussi aider les gens, notre entourage. Moi, mon but c'est pas l'argent qui m'attire, c'est la convivialité, c'est faire le bien autour de moi, tu vois. Et parce qu'à chacun son rôle. Hein. Il y a des gens qui combattent, qui vont au front. Ben moi, il faut bien qu'il y ait des fermiers, il faut bien qu'il y ait des gens qui cultivent et qui donnent qui donnent la nourriture, tu vois. Et puis on me demande justement comment tu fais pour l'eau. L'eau, ah ben on a l'eau de source, tu vois. On a 2 points d'eau de source ici chez nous dans la forêt. Mais on a plein de, comme on connaît bien notre territoire, on sait où aller se ravitailler en eau si tout s'arrête, tu vois. Mais on a un puits cartésien pour notre approvisionnement d'eau. Donc c'est l'eau naturelle et elle est 100% potable. Donc c'est ça. Et okay. On va creuser aussi un autre puits pour être sûr et certain que s'il n'y a plus d'électricité, on peut avoir une pompe à eau. Donc c'est notre prochain objectif. Parce que aller chercher de l'eau potable, c'est bien à la source, mais il faut aller avec soit un seau, soit avec notre 4 roues, ouais. Tu vois. Donc voilà, il faut remplir les bacs. Hein. C'est ça. Après, il y a l'autre puits pour l'utiliser pour le potager. Ah, mais en fait, le potager, il faut l'arroser le moins possible. La première année, on l'arrosait parce que c'est par méconnaissance. Et puis, avec le temps, on a appris que plus tu arroses, plus elles sont dépendantes. Elles sont dépendantes de toi, des arrosages. Et plus tu les laisses tranquilles, eh ben, elles vont s'adapter un peu plus. Elles vont être plus résistantes. Donc c'est ça. On n'arrose quasiment pas parce qu'on a enrichi la terre avec des copeaux de bois, avec de la pourriture de bois. C'est un trésor pour eux, parce que c'est ça, leur nourriture, c'est tout ce qui est sous terre, eh ben, c'est la nourriture pour eux. Et chaque plante, chaque être, chaque animal, chaque insecte, ils ont leur raison d'être. Donc il faut observer dans le jardin. Ah, ça coupe encore. Chacun est bienvenu. Hein, on n'empêche pas les oiseaux de venir manger. Hein. Ça va mieux? C'est ça. Donc c'est ça. Ouais. Alors, la dernière question, c'était, est-ce que tu peux nous parler de la bûche la bûche. Oui. Ok. L'astuce en fait, pour les gens qui nous regardent, justement pour qu'ils sachent comment consommer une bûche aussi longtemps qu'il le faut. C'est simple. Il faut, vous pouvez regarder les bûches écologiques sur Internet. Je pense qu'il doit avoir. Il faut taper bûche écologique. Et en fait, le principe, c'est très simple. C'est faire avec une bûche de bois. Je ne sais pas combien de centimètres vous voulez. Ça dépend. Et en fait, si vous prenez du pain, des épinettes ou
tout ce qui est conifère, les bûches conifères, ben ça va, avec la résine, en fait, ça va brûler plus longtemps et ça va brûler très fort. Et si vous prenez, par exemple, du hêtre, du bois dur, bois franc, on appelle ici, et en fait, ça brûlera moins vite, mais ça lui donne aussi de la chaleur. C'est juste par rapport aux flammes, en fait. En fait, il faut tester, hein. Et en fait, ces bûches-là, il faut faire un trou au milieu, au centre. Il faut creuser et puis percer un trou à l'horizontale et verticale. Et en fait, au-dessus du tronc, parce que vous le mettez debout, vous faites un creux comme si c'était un poêle à bois normal. Je ferai une vidéo là-dessus, sur ma page YouTube. Grâce à toi, maintenant, je vais faire des vidéos de cuisine et tout ça et de recettes. Je vais activer. Et donc c'est ça. Et puis, vous creusez au-dessus. Vous faites un sorte de plat. Et en fait, quand sur le côté, vous avez fait un perçage d'un autre trou. Et c'est là que vous allez pouvoir alimenter le feu avec des petites branches, etc. Et au-dessus, comme c'est à plat et c'est creux, eh ben, vous pouvez mettre votre casserole, vous mettez une grille et vous pouvez placer ce que vous avez à cuire au-dessus. Donc, aussi simple que ça. Et ça va brûler tout le temps. Et donc, si vous voulez arrêter le feu, il faut simplement mettre des couvercles devant et au-dessus. Et donc, ça va faire un charbon interne. Bon. Sinon, si ça s'enflamme trop, ben, vous jetez de l'eau dedans et ça va rester en charbon et attendre que ça soit sec pour pouvoir le rallumer de nouveau avec des petites branches. Yes. Ok. Bah, on va arriver à un terme de notre vidéo là. Ça va faire à peu près 1 heure qu'on était ensemble. En général, je laisse toujours à mes invités le mot de la fin. Donc, même punition. Ah, ok. Le mot de la fin, ben, c'est ça, c'est soyez forts, soyez courageux et devenez résistants. Yes. Moi, je vous rajouterai, en tout cas, Mi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Et je pense que ça ne sera pas le dernier pour une autre série. Franchement, honnêtement, j'ai adoré. Et si les gens ont aimé, surtout le partager. Et puis, liker. Puis, je vous dis à très bientôt. Tu restes encore quelques minutes avec moi. D'accord. Bonne soirée à vous tous. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.